Je crois que les maisons de vieille noblesse ont une manière très particulière de faire du bruit. Pas celui des fêtes, non. Un bruit feutré, presque liquide, comme un secret qui passe sous les portes. Chez les de Montfort, il y a le marbre, les rideaux épais, les portraits qui vous regardent avec la patience des morts. Et il y a le vin, toujours le vin, le rouge surtout, le vin qui tache les lèvres et laisse au fond de la gorge une vérité qu'on n'a pas demandée. Je m'appelle Thérèse. On dit de moi que je suis une belle-mère sévère, une femme d'ordre, de l'ancienne école. Je préfère penser que je suis une femme qui observe, qui écoute, qui attend. Parce qu'à mon âge, on n'attaque pas au couteau, on attaque au temps. Clara est entrée dans notre famille comme on entre dans une chapelle en talons aiguilles, sans bruit, mais avec une assurance presque insolente. Elle avait ce visage lisse des femmes qui ont appris à sourire sans que rien ne bouge derrière les yeux, une beauté nette, entretenue, polie, comme ces verres de cristal qu'on essuie longuement avant de les poser sur une table trop blanche. Mon fils l'a aimée vite, trop vite. Et dans les couloirs, les domestiques avaient ce regard prudent qu'on a quand on comprend qu'un parfum nouveau ne vient pas seulement masquer l'ancien, il vient le remplacer. Ce soir-là, je n'avais pas d'invité, pas de réception, rien de ces rituels mondains qui servent à faire croire que tout va bien. J'avais seulement mon bureau, ma lampe basse, un carnet noir et ce micro posé devant moi comme une petite arme. J'avais décidé de commencer un podcast. Je l'avais appelé « Fiction de minuit ». Le mot « fiction » est une caresse. Il vous donne le droit de tout dire, sans être accusé de rien. Et minuit, c'est l'heure où les consciences se défendent moins, l'heure où la vérité sort parfois par erreur, comme une tache de vin sur une nappe. J'ai réglé le souffle, vérifié le niveau, attendu que la maison se fasse complètement silencieuse. Puis j'ai parlé, doucement, avec cette voix grave que les années ont rendue plus lente, plus dense. « Bonsoir, je vais vous raconter une histoire inventée, bien sûr, comme toutes les histoires, et pourtant certaines ressemblent à la vie comme une ombre ressemble à un corps. Je l'ai dessinée avec précision, cette première fiction. Une fille pauvre, une fille qui apprend tôt que les portes fermées n'obéissent pas aux prières, mais aux clés. Elle arrive dans un cercle riche en portant des chaussures Chanel, fausses, un détail minuscule, une couture qui ne tient pas trop vite, un cuir qui se fissure trop vite. Elle ment avec élégance, elle rit au bon moment, elle observe les prénoms, les usages, les faiblesses, et puis elle tue. Pas par colère, pas par panique, par calcul. Elle tue sa meilleure amie et prend sa place. Elle vole un nom comme on vole une bague dans une salle de bain. Je n'ai pas décrit le sang, je n'en avais pas besoin. J'ai décrit la minute d'après, le lavage des mains, l'eau trop chaude, le regard dans le miroir, et ce détail-là, plus intime que le crime lui-même, la satisfaction. Quand j'ai terminé l'épisode, je n'ai pas ajouté de morale, je n'ai pas fait la femme indignée, je me suis contentée d'un silence, un silence long, comme un couvercle qu'on referme sur une casserole avant que ça déborde. Puis j'ai coupé l'enregistrement. Je suis restée un moment immobile, la paume posée sur le bureau, comme pour sentir le pouls du bois. Dans le couloir, la maison respirait, rien n'avait bougé. Pourtant, je savais que quelque chose venait de commencer. Le lendemain, au petit déjeuner, Clara est apparue dans la salle de manger avec un peignoir trop clair pour l'hiver et ce sourire correct qu'elle offre à tout le monde comme on distribue des cartes de visite. Elle m'a dit avec une légèreté appliquée « J'ai vu votre annonce, Thérèse. Fiction de minuit, c'est charmant. Vous vous lancez dans la radio maintenant ?» Sa voix avait ce ton de curiosité mondaine, cette manière de faire semblant de s'intéresser à vous pour mieux vérifier que vous n'êtes pas dangereuse. Je lui ai servi du thé. J'ai répondu poliment, très calmement. « Ce n'est pas la radio, Clara, c'est une façon de parler aux gens qui n'écoutent plus. »
Mon fils a ri, content de nous voir complices. Il n'a pas vu, lui. Il ne voit jamais les micro-variations. Il n'entend pas les silences. Clara, elle, entendait. Je l'ai observée pendant qu'elle portait sa tasse à ses lèvres. Elle a bu une gorgée, puis une autre, et ses yeux ont glissé, presque malgré elle, vers ses pieds. Elle était chaussée, déjà, comme si elle dormait toujours prête à partir. Des escarpins noirs, impeccables, sauf sur le côté, une petite écraflure nette, juste au bord du talon, une cicatrice de cuir, infime, mais irréparable, exactement à l'endroit que j'avais décrit la veille dans ma fiction, quand la fille pauvre sortait en vitesse d'une voiture en riant trop haut. Clara a figé son regard sur cette écraflure, une seconde à peine, puis elle a relevé la tête vers moi, et j'ai senti sa respiration hésiter, comme un pas qui manque une marche. Elle a souri de nouveau, mais cette fois le sourire était un peu trop tendu, comme un ruban tiré à craquer. Et à cet instant, j'ai compris que mon micro n'était pas un jouet, c'était une lampe dans un couloir, et Clara venait de voir pour la première fois que quelqu'un pouvait allumer la lumière sans la toucher. Je me suis contentée de remuer mon thé, lentement. Dans la tasse, le liquide tournait, sombre et tranquille, comme le vin, comme le sang, et au fond de moi, très bas, une phrase s'est déposée avec une précision presque douce. Ce n'est que le début. Le jour même, Clara a trouvé un prétexte pour s'attarder près de mon bureau. Ce n'était pas une intrusion franche, c'était pire, une curiosité soigneusement emballée dans la politesse. Elle est venue avec un plateau, comme si elle se souciait de moi. 2 tasses, un petit biscuit sec et ce parfum discret qui donne l'illusion d'une innocence propre. Je voulais simplement vous dire, j'ai écouté votre épisode, c'est très vivant. Elle a prononcé vivant en regardant mon micro, pas mon visage. Je n'ai pas sursauté, j'ai laissé ma main sur un dossier comme si je classais des papiers. Dans ce monde-là, l'émotion est une faute de goût, on ne la sert pas à table. Vous avez aimé ? Elle a ri, un rire court, appris, puis elle a fait semblant de s'intéresser aux étagères, à mes livres, à une photographie ancienne de mon mari devant les vignes. C'est fascinant, cette manière que vous avez de raconter. On dirait qu'on y est. Oui, ai-je répondu, les détails font tout. Sans eux, les histoires sont des robes sans doublure. On voit la couture et on ne croit plus. Elle a cessé de sourire, juste une fraction de seconde, comme si la phrase avait glissé sur une zone sensible. Je l'ai raccompagnée à la porte, puis j'ai attendu. J'attends toujours. C'est ma force. Le temps est un animal fidèle. On le nourrit, il revient. 2 jours plus tard, j'ai proposé une dégustation. Clara a accepté trop vite, comme si refuser aurait été admettre quelque chose. Nous sommes allés au domaine, à l'écart de la ville, là où l'hiver rend les rangs de vignes plus nets, plus sévères. La cave sentait la pierre humide, le bois et cette odeur de fermentation qui ressemble à une promesse lente. Mon fils n'était pas là, je l'avais voulu ainsi. Ce n'était pas un moment familial, c'était un tête-à-tête. Une table, 2 verres et l'espace entre nous, lourd comme un secret qu'on n'ose pas poser. Je lui ai servi un pinot noir, millésime ancien. Je l'ai observé tourner le verre, humer, faire semblant de savoir. Vous savez, Clara, le vin est un miracle domestiqué. On enferme le raisin, on le laisse dans le noir, et le temps fait son travail. Il transforme le sucre en brûlure, la douceur en caractère. Elle a bu une gorgée, ses yeux se sont plissés, comme si le goût la surprenait. C'est puissant. Tout ce qui a attendu longtemps devient puissant, ai-je dit. Elle a posé son verre avec une prudence excessive. Ses doigts étaient impeccables, mais la peau autour de ses ongles semblait trop blanche. Je connais cette pâleur, c'est celle des gens qui tiennent leur vie serrée. Et le soir même, j'ai enregistré le 2e épisode. Ma voix dans le micro était encore plus calme, encore plus basse, comme un couteau qui ne tremble pas.
Bonsoir. Cette nuit, je vais vous parler d'un homme respectable, un homme qu'on appelait fragile avec tendresse, comme on dit d'un ver qu'il ne faut pas heurter. Il avait le cœur malade. Sa femme l'aimait, du moins elle disait l'aimer. Elle le couvrait de soins, de médicaments rangés dans de petites boîtes, bien étiquetées. Elle surveillait tout, les horaires, les doses, les visites. Et un jour, sans crier, sans casser la vaisselle, elle a changé la quantité. Pas beaucoup, un rien, la différence entre un sommeil profond et un arrêt. Dans mon récit, je n'ai pas accusé, je n'ai pas nommé, j'ai parlé de la précision des gestes, de la main qui verse, du regard qui vérifie, de la manière dont on peut tuer sans violence, seulement en modifiant une habitude. Puis j'ai ajouté très doucement, comme une évidence, « Le crime, parfois, n'est pas un éclat, c'est une recette. On retire 1 gramme ici, on ajoute une goutte là, et on laisse le corps faire le reste. » Quand l'épisode est sorti, Clara m'a appelée. Sa voix était légère, trop légère. « Thérèse, votre histoire de ce soir, c'est glaçant. » J'ai entendu avaler sa salive. Et j'ai répondu avec la même courtoisie parfaite. « C'est une fiction, Clara, rien qu'une fiction. Mais vous savez, le temps finit toujours par ouvrir les bouteilles qu'on croyait scellées. » Un silence s'est installé au téléphone, long, sourd. Et j'ai su à ce silence que quelque chose en elle venait de se fissurer, comme un bouchon qui cède très lentement sous la pression. Quelques jours plus tard, Clara a commencé à parler de Provence, comme on parle d'un rêve qu'on veut contrôler. Elle le glissait dans les conversations, entre 2 phrases sur les travaux du salon ou les projets d'été. « La lumière là-bas est incroyable, Thérèse. On se sent lavé. » Lavé. Le mot m'a amusé sans que je le montre. Il y a des gens qui cherchent toute leur vie une eau assez claire pour effacer ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas poussé, je n'ai pas questionné, j'ai simplement continué mon rituel comme si mon podcast n'était qu'un caprice d'aïeul cultivé. Je laissais Clara croire qu'elle avançait dans un couloir dont elle tenait la lampe. Et puis, un matin, je l'ai trouvée dans la bibliothèque, immobile, un vieux livre ouvert devant elle sans qu'elle le lise vraiment. Ses doigts serraient le bord de la page, sa respiration était trop courte. « Vous êtes pâle, ai-je dit, doucement. » Elle a sursauté, puis a souri aussitôt. Toujours ce réflexe, masquer l'effroi par la grâce. J'ai mal dormi, les épisodes, ils sont si précis. Les histoires sont faites pour ça, Clara, pour toucher là où ça fait mal. Elle a refermé le livre d'un geste sec, comme on claque une porte. Puis elle a cherché quelque chose à dire, quelque chose qui la ramènerait du côté des femmes normales. J'adorais les fleurs avant. En Provence, je travaillais dans une boutique, c'était une petite vie simple. Je l'ai regardée. J'ai laissé un silence. Un silence bien placé vaut parfois une confession. Ah oui, une boutique de fleurs. Le mot fleur dans cette pièce sentait soudain la fumée. Le soir, j'ai enregistré le 3e épisode. Ma voix s'est posée plus lente, plus grave, comme si chaque syllabe passait par la cave avant de remonter. Bonsoir. Cette nuit, je vais vous parler de lavande. Pas celle qu'on met dans les armoires pour parfumer le linge. Non, celle qui pousse au bord des routes, la tête lourde, violet sombre, comme une pensée qu'on n'arrive pas à chasser. Il y a 10 ans, dans un village de Provence, une petite boutique de fleurs a brûlé. On a dit accident, un court-circuit, une bougie mal éteinte. Les habitants aiment les explications qui ne salissent personne. Ça leur permet de continuer à se saluer au marché. Mais moi, dans cette histoire, je vais vous raconter ce que personne ne veut regarder. La nuit de l'incendie, il y avait du vent, un vent chaud, trop chaud pour la saison. Les rideaux ont pris vite, le feu a mangé les pétales comme si c'était du papier. Les fleurs ont crépité, et l'odeur était insupportable, un mélange de sucre brûlé et de terre mouillée. J'ai décrit le détail le plus cruel. Quelqu'un dehors n'a pas couru, n'a pas crié, n'a pas appelé à l'aide. Quelqu'un est resté à distance. Dans le noir, on ne voyait presque rien.
sauf la petite lueur sur son visage, cette lumière mouvante qui dansait comme un rire. Il ou elle a regardé les flammes calmement et a souri. Pas un sourire de joie, un sourire de soulagement, comme si enfin quelque chose disparaissait. Quand j'ai prononcé cette phrase, j'ai senti ma propre gorge se serrer, non pas de peur, de lucidité, parce qu'il y a des sourires qui sont des aveux. J'ai terminé l'épisode en parlant de ce que le feu laisse toujours derrière lui, une cendre fine qui se glisse partout, même des années plus tard, dans les plis des vêtements, sous les ongles, dans la mémoire. Le lendemain, au petit déjeuner, Clara n'a presque pas mangé. Elle a coupé sa tartine en morceaux minuscules, mécaniques. Ses yeux allaient et venaient, comme si elle cherchait une issue dans la salle. Mon fils lui a demandé si tout allait bien. « Bien sûr », a-t-elle dit trop vite. « Un peu de fatigue, c'est tout. » Puis, sans me regarder, elle a lâché comme par erreur. « C'est drôle, cette histoire de boutique. On aurait dit que vous y étiez. » Je n'ai pas relevé. Je me suis contentée de souffler sur mon thé. Et dans la vapeur, je l'ai vue, non plus Clara la parfaite, la belle épouse, mais une femme qui commence à entendre ses propres pas derrière elle. Le temps, encore une fois, faisait son travail. Il ouvrait doucement une porte qu'elle croyait scellée. À partir de cette semaine-là, mon fils a commencé à sentir ce que les hommes sentent toujours trop tard. L'air se charge, les gestes se durcissent, et l'amour, au lieu de réchauffer, devient un terrain glissant. Il s'appelle Antoine, un prénom solide, ancien, qui aurait dû le protéger. Mais on ne protège pas un homme élevé dans la douceur contre deux femmes qui savent se battre en silence. Il a d'abord tenté le rire, comme un pansement. « Vous vous surveillez toutes les deux, ou je rêve ?» a-t-il lancé un soir, en posant sa serviette sur ses genoux. Clara a souri, impeccable. « Oh, Antoine, ta mère et moi, on s'entend très bien. » Je l'ai regardé, moi aussi, avec cette courtoisie qui peut être une lame. « Nous nous comprenons », ai-je répondu. Le mot « comprendre » a claqué entre nous comme un verre posé trop fort. Antoine a baissé les yeux sur son assiette. Dans sa main, la fourchette tremblait à peine. Il ne savait pas qu'il était déjà devenu une récompense, un trophée discret, la preuve vivante que l'une de nous gagnerait. Ce soir-là, j'ai enregistré le 4e épisode. Je n'avais pas besoin d'inventer beaucoup. La vie me fournissait déjà la musique. Il ne me restait qu'à choisir ou couper. Bonsoir. Cette nuit, je vais vous parler d'une mère qui aime son fils d'un amour si vaste qu'il devient parfois dangereux. Elle l'a élevé seule, dit-on. Elle a tout sacrifié. Alors, quand une femme est arrivée, belle, brillante, charmante, la mère n'a pas vu une belle fille, elle a vu une présence accrochée à son enfant, une sanguesue élégante. J'ai pris mon temps sur les mots. Je les ai laissés s'installer comme du vin qu'on laisse respirer avant la première gorgée. Cette mère-là ne crie pas, elle ne fait pas de scène. Elle sourit, elle serre, elle appuie et elle observe. Elle parle avec douceur, elle offre des cadeaux, elle s'intéresse aux détails. Pas par tendresse, par stratégie. Elle veut que son fils voie, peu à peu, ce qu'elle voit. Elle veut que son regard se salisse de doute. Elle veut qu'il commence à se demander « Est-ce que je me suis trompée ?» Et puis, j'ai dit cette phrase, très calmement, comme une évidence glacée. Il ne suffit pas d'enfermer quelqu'un en prison, il suffit parfois de l'enfermer dans l'esprit de la personne qu'il aime. Quand l'épisode est sorti, Clara a changé. Ce n'était pas spectaculaire, c'était plus subtil. Elle a commencé à me parler devant Antoine avec une gentillesse trop brillante, trop démonstrative, comme une actrice qui joue l'épouse parfaite pour que le public ne regarde pas les coulisses. Elle m'appelait Thérèse, avec des intonations de fille dévouée. Elle me proposait de m'aider, de me conduire, de m'accompagner à des vernissages. Elle riait un peu plus fort. Et moi, je restais égale. Plus elle jouait la paix, plus je sentais la guerre. Un dimanche, Antoine m'a prise à part dans le couloir près du grand miroir. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Clara est à bout. Elle me dit que tu la juges, que tu l'insinues, je ne sais pas, des choses. » Je l'ai regardé longtemps. Mon fils avait les yeux fatigués des gens qui veulent croire à la simplicité. Il n'aimait pas les zones grises. Or, Clara était faite de gris, de nuances, de couches. « Je n'insinue rien, Antoine, ai-je dit. Je raconte des histoires.
Oui, mais ces histoires, elles lui ressemblent. C'est ça qui la rend folle. Folle. Le mot me déplut. Je l'ai laissée tomber au sol intérieurement, comme une pièce trop sale. Ce n'est pas elle que je vise, ai-je dit. C'est la vérité. Et la vérité, quand elle trouve un visage, ce n'est pas de ma faute. Antoine a ouvert sa bouche, puis l'a refermée. Il a passé une main sur sa nuque comme un enfant. Dans le salon, Clara riait avec les invités. Mais son rire avait une petite cassure, presque inaudible, comme une note qui sonne faux dans un quatuor. Et je me suis dit, en écoutant cette fausse harmonie, la symphonie est en train de se briser. Il suffit d'un seul instrument qui cesse de suivre la partition pour que tout écroule. Et ce soir-là, dans la maison, j'ai compris que mon fils commençait enfin à entendre le mauvais accord. Le lendemain, Clara s'est levée plus tôt que d'habitude. Je l'ai su parce que la maison, à cette heure-là, a un son particulier, un son de pas qui se veulent discrets, mais qui trahissent une urgence. À 8 heures, elle était déjà maquillée, vêtue, impeccable, trop impeccable, comme si l'apparence pouvait tenir lieu d'alibi. Elle a pris son café debout, sans s'asseoir, son téléphone dans la main, l'écran allumé, la luminosité trop forte. Elle faisait défiler quelque chose, des commentaires, des extraits, des statistiques. Elle a levé les yeux vers moi avec un sourire qui demandait la permission de respirer. « Votre podcast, il marche bien ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé mon silence faire le travail. Clara déteste le vide, elle le comble toujours. « Vous avez prévu un invité ?» a-t-elle ajouté. « Oui, ai-je dit, un homme, un ancien de la vieille école, discret. » Ses doigts ont serré la tasse, je l'ai vu à la micro-tension du poignet. Ce soir-là, j'ai enregistré l'épisode dans mon bureau, rideau tiré, la lampe basse, le micro au centre, comme un confessionnal. J'avais invité un ami, un homme qu'on ne remarque jamais dans une pièce parce qu'il sait devenir le décor. Il s'appelle Étienne Marceau. Je ne l'ai pas prononcé à l'antenne. Pour les auditeurs, il était un invité anonyme. Pour moi, il était un ancien enquêteur privé, de ceux qui ont appris à écouter les mensonges comme on écoute un moteur, à l'oreille. Sa voix, quand il a parlé, était sèche, presque douce. « Vous servez le vin et les gens se saoulent tout seuls, Thérèse. » J'ai souri sans bruit. Nous avons parlé de preuves, mais pas comme au tribunal, pas comme dans les séries. Nous avons parlé de la manière dont le numérique garde les traces sans le vouloir, les habitudes, les heures, les gestes répétés, un téléphone qu'on déverrouille toujours du même doigt, une tablette qui se connecte à un Wi-Fi, une vidéo supprimée qui laisse une empreinte, une conversation effacée qui existe encore ailleurs, sur un serveur, dans une sauvegarde, dans un coin du monde. Étienne a dit calmement « Les gens croient que la vérité, c'est une phrase. Non, la vérité, c'est une suite de petites routines. Et les routines, ça se filme, ça se loge, ça se date. » Je l'ai laissé dérouler. Je voulais que Clara, si elle écoutait, entende surtout ceci. On peut prouver sans accuser. On peut capturer sans toucher. Puis, j'ai glissé ma fiction, comme toujours. Une femme, élégante, qui entre un jour dans un bureau où elle n'a rien à faire. Elle cherche un papier, elle ouvre un tiroir, elle fouille, elle prend une clé USB, elle croit qu'elle est seule. Mais elle ne l'est pas, parce qu'il y a une caméra. Pas une caméra visible, pas un objet grossier. Non, une petite chose, une pupille noire dissimulée dans un angle, une présence muette qui ne cligne jamais. Et à la fin, j'ai murmuré très bas, « Le pire, ce n'est pas d'être filmé. Le pire, c'est de découvrir depuis combien de temps. » J'ai coupé l'enregistrement. Étienne est parti sans bruit, comme il était venu. 1 heure plus tard, Clara est entrée dans mon bureau sans frapper. Elle avait cette pâleur brillante des gens qui essaient d'être calmes et qui ne le sont pas. Ses yeux ont balayé la pièce, trop vite, trop précisément. Elle ne regardait pas les livres, elle regardait les angles, les hauteurs, les ombres. « Thérèse, votre épisode, c'est très moderne, très technique. » Je l'ai observée, assise, tranquille. « Vous aimez ?» Elle a fait un pas vers l'étagère, puis un autre vers le secrétaire. Elle n'a pas touché,
mais ses doigts tremblaient comme s'ils avaient déjà touché. Et soudain, elle s'est arrêtée net devant le vieux cadre en bois près de la fenêtre, un objet banal, presque sentimental, une photo de famille, un peu jaunie, posée là depuis des années. Sauf que le cadre n'était pas un cadre, c'était une boîte. Clara l'a compris d'un coup, comme on comprend une insulte sans qu'elle soit prononcée. Elle a approché son visage, a cherché le petit point noir, la minuscule lentille. Elle a reculé, la main sur la bouche, comme si l'air venait de se retirer. « Vous m'avez filmé ?» Sa voix s'est cassée sur le dernier mot. « Je ne me suis pas bougée. Je raconte des histoires, Clara. » Elle a voulu répondre, mais elle n'a pas pu. Elle est restée là, figée, comme une femme qui vient de réaliser que le décor, depuis le début, la regardait. Et dans ce silence, plus lourd que tout, j'ai senti la première vraie panique se lever en elle. Pas la peur d'être accusée, la peur d'être vue. Nous sommes partis en Bretagne une semaine plus tard. Officiellement, c'était pour changer d'air. Antoine parlait de mer comme d'un remède, comme si l'iode pouvait dissoudre les tensions. Clara, elle, avait accepté avec un enthousiasme trop appuyé. Elle a dit que ça nous ferait du bien, que la famille devait se retrouver, et je l'ai entendue. Elle cherchait surtout un endroit où l'on ne capte pas toujours bien, où les murs sont vieux, où les secrets ont plus d'espace pour respirer. La villa était posée au bord d'une falaise, face à l'Atlantique. Le vent y entrait comme chez lui, les vitres vibraient la nuit. Les vagues, en bas, faisaient ce bruit régulier, ce bruit de gorge, comme si la mer avalait quelque chose sans jamais être rassasiée. Le premier soir, Clara a marché longtemps sur la terrasse, un plaid sur les épaules. Je l'observais de l'intérieur. Sa silhouette semblait solide, mais ses gestes avaient perdu leur fluidité. Elle se retournait souvent, comme si elle croyait entendre un pas derrière elle. Par moments, elle portait la main à son cou, là où la peau est la plus fragile, un réflexe d'animal traqué. Le lendemain, j'ai enregistré l'épisode dans une petite pièce au rez-de-chaussée. La mer faisait un fond sonore naturel, un souffle continu qui donnait à ma voix une profondeur presque funèbre. Bonsoir. Cette nuit, je vais vous parler de l'eau, pas l'eau claire des cartes postales, l'eau noire, lourde, qui garde ce qu'on lui confie et qui parfois le rend. Un corps a été jeté à la mer, on a cru que tout serait effacé, le sel, le courant, les profondeurs, on a cru que la mer était une tombe sans témoin, mais la mer n'est pas un complice, elle n'est fidèle à personne. Un matin, après une tempête, elle a rejeté ce qui ne lui appartenait pas, doucement, comme une main qui repousse un objet volé. J'ai parlé du rivage, des algues qui collent aux chaussures, du cri des mouettes trop aigu. J'ai parlé d'un vêtement resté intact, d'une bague encore au doigt, et de ce détail qui brise les meurtriers, le retour, la preuve que rien ne disparaît vraiment. Puis j'ai murmuré « On peut cacher à la terre, mais pas à la mer. La mer a sa morale, elle rend toujours. » Quand j'ai coupé, j'ai gardé le casque quelques secondes, juste pour écouter le vide, mon propre souffle, et le grondement, dehors, comme un cœur immense. Le soir, nous avons dîné dans la salle à manger vitrée. La mer derrière nous était une présence. On la sentait même sans la regarder. Antoine a ouvert une bouteille, un rouge puissant. Il a servi. Le vin avait cette couleur dense, presque opaque, comme si la lumière s'y noyait. Clara a pris son verre, a bu une gorgée, puis s'est interrompue. Son regard s'est planté sur la table. Au milieu des assiettes, à côté du pain et du beurre salé, quelqu'un avait posé un petit objet, un briquet en métal, usé, avec une gravure à moitié effacée. Je l'ai vu au même instant qu'elle, et j'ai senti la température changer dans la pièce. Clara a blêmi, pas comme une femme malade, comme une femme qui reconnaît un fantôme.
Antoine a froncé les sourcils. « C'est à qui, ça ?» Clara a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Elle a regardé le briquet comme si l'objet allait se mettre à parler. Ses doigts se sont approchés, puis se sont retirés brusquement, comme si le métal brûlait encore. Je savais. Je n'avais pas besoin de savoir comment, je savais. Ce briquet n'avait rien à faire ici. Il venait de loin, d'avant, d'un autre décor, d'un feu. Je l'ai pris, doucement, entre deux doigts, comme on ramasse une preuve sans la salir. Un vieux briquet, ai-je dit. Les tempêtes ramènent parfois des choses. Clara a levé les yeux vers moi. Dans son regard, il y avait une panique nue, presque enfantine. Pas de stratégie, plus de masque. « Tu l'as trouvé où ?» a-t-elle soufflé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la mer parler à ma place, derrière les vitres, avec son grondement régulier. Et puis j'ai dit tranquillement « Sur la plage, tout à l'heure. La mer rend toujours. » Antoine nous regardait, l'une puis l'autre, perdu, comme un homme qui comprend enfin qu'il est assis au milieu d'un duel. Clara a posé son verre, ses mains tremblaient. Le vin a fait un petit cercle rouge sur la nappe, une tache lente, irréversible. Et dans cette tache, j'ai vu la vérité se dessiner. Le passé venait de s'asseoir à notre table. La nuit suivante, le vent a forcé comme un animal qu'on ne calme plus. La villa craquait, les portes gonflaient sous l'humidité. Dans ma chambre, je n'ai pas dormi. Je n'avais pas peur, j'écoutais. Vers 3 heures, j'ai entendu les pas. Pas ceux d'Antoine, lourds, familiers, non, des pas plus légers, plus prudents. Clara. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui a enfin compris que la maison n'est pas un refuge, mais un piège, et qu'il faut apprendre à lire les pièges. Le matin, elle était étonnamment calme, trop calme. Elle a servi le café à Antoine avec une douceur neuve, presque tendre. Elle a posé sa main sur son avant-bras, elle a parlé d'avenir, et j'ai reconnu le geste, celui qu'on fait quand on veut que l'autre regarde ailleurs. Puis, quand Antoine est sorti prendre un appel, Clara s'est tournée vers moi. Son visage avait changé. Les traits étaient toujours beaux, mais la beauté n'était plus une parure. C'était une arme. « Vous aimez les histoires, Thérèse ?» a-t-elle dit. « Moi aussi. » J'ai senti dans sa voix quelque chose qui n'était pas là avant, une assurance froide. Elle avait trouvé un fil, et elle tirait. Nous sommes rentrés à Paris 2 jours plus tard. Le voyage s'est fait dans une politesse parfaite, presque irréelle, comme ces dîners mondains où tout le monde sourit, pendant que sous la table on se donne des coups de pied. Le soir même, Clara a demandé à me voir, pas dans le salon, pas dans la cuisine, dans mon bureau, comme si elle voulait reprendre le décor. Elle est entrée sans trembler. Elle a posé sur mon bureau une chemise cartonnée, épaisse, usée sur les bords, un dossier, un vrai, pas un écran, pas une rumeur, du papier et l'odeur d'encre ancienne. Je n'ai pas tendu la main, j'ai attendu. Elle a ouvert la chemise, lentement, comme on ouvre un corps pour montrer le cœur. À l'intérieur, il y avait des copiés de courriers, des relevés, des notes manuscrites, un organigramme de société et un nom, répété, discret mais tenace, celui de mon mari défunt. Clara a parlé sans hausser la voix. « Je ne vous connaissais pas si moderne, Thérèse. Des sociétés, des montages, des virements, des choses qui voyagent mieux que les personnes. » Elle a fait glisser une feuille vers moi. Sur le papier, des chiffres, des dates, des références. « Fraude fiscale », a-t-elle murmuré, presque avec respect. Et ça ressemble à de l'abus de biens sociaux. Vous savez, la différence entre une erreur et une stratégie, c'est la répétition. Je l'ai regardée. J'ai senti un vieux goût de métal dans ma bouche. Pas la panique, pas la honte, quelque chose de plus sourd, la confirmation que Clara n'était pas seulement une femme traquée, elle savait chasser. « Où avez-vous trouvé ça ?» ai-je demandé. Elle a souri, enfin, un sourire vrai, le premier depuis longtemps. Les maisons ont des tiroirs, Thérèse, et les hommes laissent des traces, même les morts.
Je n'ai pas protesté. Je savais ce que ces papiers pouvaient provoquer si elle les jetait sur une table au mauvais endroit. Pas sur un plateau de podcast, sur un bureau de magistrat, sur une plainte, sur une dénonciation. Le genre de chose qui fait tomber une famille, non pas avec un bruit d'explosion, mais avec un craquement interminable. Clara s'est penchée, très près. Je sentais son parfum, mais derrière le parfum, je sentais la menace. « Vous avez essayé de me faire avouer », a-t-elle dit. « D'accord, mais si vous continuez, je fais sortir ceci. Je ne parle pas à vos auditeurs, je parle aux autorités. Et Antoine vous regardera comme on regarde une mère qu'on ne reconnaît plus. » Le nom de mon fils dans sa bouche était un levier. Un long silence s'est installé. Dans ce silence, j'ai entendu ma propre respiration, et derrière elle, le vieux fantôme de mon mari, ses phrases sèches, son arrogance, sa certitude d'être intouchable. J'ai refermé la chemise d'un geste lent. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé. Clara s'est redressée, parfaitement droite. « La paix », a-t-elle répondu. « Vous arrêtez votre podcast, vous arrêtez vos fictions, et vous cessez de me regarder comme si j'étais déjà condamnée. » Je l'ai fixée. J'ai pensé, elle ne veut pas la paix, elle veut un couvercle, un silence, un oubli. « Très bien, ai-je dit, enfin, une trêve. » Clara a soufflé, comme si elle... La trêve a commencé comme commencent les mensonges polis, par des gestes impeccables. Clara est redevenue la belle-fille idéale. Elle m'apportait des fleurs comme pour effacer celles qui avaient brûlé ailleurs. Elle demandait mon avis sur un menu, sur une nappe, sur un vin, et je jouais le jeu. Je répondais avec douceur, je souriais au bon moment. Antoine, soulagé, respirait enfin. Il voulait croire que l'orage s'éloignait. Il ne voyait pas que l'orage, parfois, s'assoit simplement plus loin, pour mieux viser. Moi, je n'ai rien publié pendant 10 jours. Pas un épisode. Les abonnés ont commenté. Ils ont demandé si Fiction de minuit s'arrêtait. Je n'ai répondu à personne. Le silence est une scène aussi, et c'est souvent celle où l'on se trahit le plus. Clara, dans ce silence, s'est détendue. Je l'ai vue dans ses épaules, dans sa manière de poser son sac, dans son rire plus rond. Elle croyait avoir posé sa main sur ma bouche, et c'est là que j'ai su qu'elle allait faire une erreur. Parce que les femmes comme Clara ne supportent pas l'inachevé. Elles veulent la dernière couture, le dernier nœud, la dernière trace effacée. Un soir, elle a dit à Antoine qu'elle devait ranger des papiers, mettre de l'ordre dans son bureau, tourner la page. Il l'a embrassée, fier de sa maturité. Il est monté se coucher tôt. Moi, je suis restée dans le salon, avec un livre fermé sur mes genoux, à écouter la maison. À minuit passé, j'ai entendu l'imprimante, 1 fois, 2 fois, puis le bruit plus discret d'un tiroir qu'on ouvre avec prudence. Ensuite, le silence. Ce silence-là n'est pas celui du repos, c'est celui de la concentration. J'ai attendu encore, et j'ai enregistré. La 8e fiction. Bonsoir. Cette nuit, je vais vous parler d'un piège qui ne ressemble pas à un piège en velours, un piège qui vous caresse avant de vous mordre. Il y avait un chasseur, un vieux chasseur expérimenté. Il connaissait la peur des bêtes, il savait que la panique fait fuir et que la douceur attire. Alors il a fait semblant d'être blessé. Il s'est assis au bord du chemin, la main sur la jambe, le visage pâle. Il a gémi juste ce qu'il faut, pas trop, trop et on devine le théâtre. La proie s'est approchée, lentement, par curiosité d'abord, puis par pitié. Et quand elle a été à portée, le chasseur a cessé de gémir. Son regard a changé. Sa main a cessé de trembler. Le velours était terminé. J'ai laissé une pause, longue, comme un souffle retenu. Puis j'ai ajouté, très bas, « La trahison la plus efficace est celle qui commence par un accord, une main tendue, une promesse de paix, et dans l'autre main, une corde. » J'ai coupé. Je n'ai pas dit le mot Clara, je n'ai pas parlé de mon fils, je n'ai même pas parlé de moi.
J'ai offert que la structure, et les gens remplissent toujours les structures avec leur propre visage. Le lendemain, Clara était lumineuse. Trop. Elle m'a servi le café comme une victoire. Elle a parlé de projets, de week-end, de Bretagne à refaire l'été prochain. Antoine riait. Il croyait que tout était sauvé. Quand il est parti travailler, elle est passée près de moi et a murmuré comme une confidence « Je crois que ça nous a fait du bien, cette pause ». Je l'ai regardée partir vers son bureau et j'ai compris qu'elle ne parlait pas de mon podcast. Elle parlait de son opération. Dans l'après-midi, une odeur légère de plastique chaud a glissé sous la porte, puis celle plus sèche de papier brûlé. Pas un incendie, non, un feu domestiqué, un feu de précaution. Clara effaçait, elle détruisait ce qu'elle jugeait inutile, dangereux, compromettant. Elle voulait que le passé cesse d'exister, non pas en le réparant, mais en le réduisant en cendres. Et moi, je n'ai pas bougé, parce que c'était exactement ce que j'attendais. Un coup de balai trop net, une disparition trop propre, la marque d'une main qui croit sauver sa peau et qui, sans le savoir, signe son aveu. Ce soir, le 100e épisode, c'était une idée d'Antoine. Il voyait dans ce chiffre une fête, une preuve de réussite, une manière de transformer nos tensions en décor élégant. Il a réservé un petit théâtre privé, rive gauche, avec ses fauteuils rouges, ses moulures pâlies et cette odeur de velours ancien qui ressemble à un secret bien gardé. Une soirée d'enregistrement en public, a-t-il dit, un live. Quelques auditeurs triés sur le volet, un verre de vin à l'entracte, des lumières douces. Le genre de cérémonie qui donne l'illusion que tout est sous contrôle. Clara a accepté, avec un sourire qui était presque une caresse. Je me suis méfiée de ce sourire, mais je ne l'ai pas empêché, parce que parfois, la scène est exactement l'endroit où les masques tombent, non pas par accident, mais par fatigue. Le jour venu, je suis arrivée tôt. J'avais demandé que l'on installe le micro comme je le voulais, légèrement plus bas, plus proche de la gorge. Une voix, quand elle passe par un micro, devient plus honnête malgré elle. Chaque tremblement s'entend, chaque respiration se trahit. Dans une petite loge, avant l'ouverture des portes, j'ai reçu une visite brève. Pas d'uniforme, pas de grandes phrases, juste un homme en manteau sombre, un officier de police judiciaire discret et une femme qui s'est présentée comme avocate. Leurs mots étaient simples, précis. « Madame de Montfort, nous sommes là pour sécuriser un dispositif d'écoute dans le cadre d'une enquête en cours. Rien ne doit être provoqué, rien ne doit être suggéré. Si madame se met à parler, ce sera son choix. » J'ai hoché la tête. « Je ne provoque pas, ai-je dit, je raconte. » Ils sont repartis et j'ai senti dans mon ventre une lourdeur calme, comme avant une dégustation importante, quand on sait que le vin va révéler ce que les gens tentent de cacher. Les auditeurs se sont installés, une vingtaine à peine, une lumière ambrée. Sur scène, 2 fauteuils et une petite table, 2 verres, une bouteille déjà ouverte. Clara est entrée avec Antoine. Elle était splendide, évidemment, une robe sombre, un rouge à lèvres discret, et ce port de tête, cette fierté qui n'appartient qu'aux femmes qui ont gagné trop souvent. Elle m'a embrassée sur la joue devant tout le monde, comme pour sceller la paix en Téblique. Sa main est restée 1 seconde de trop sur mon bras, un geste d'appropriation, presque maternel. Je l'ai laissé faire. Puis je me suis assise. La lumière s'est adoucie, le signal rouge s'est allumé sur la table. « Bonsoir », a commencé ma voix. Le public a retenu son souffle. J'ai parlé du temps, de la manière dont certaines familles vieillissent comme des caves, avec des odeurs de bois, de poussière et des bouteilles qu'on n'ose plus ouvrir. Puis j'ai annoncé, calmement, « Ce soir, pour le 100e épisode, je ne serai pas seule, j'ai une invitée. Une femme brillante, une femme qui connaît les apparences et ce qu'elle cache. » Clara a souri au public. Elle aimait ça, être regardée, être désirée, être validée. Je lui ai posé des questions faciles d'abord. Son enfance, ses goûts, les voyages, la Bretagne, les falaises. Et puis, sans brusquer, je suis glissée vers les histoires, vers ces détails que l'on croit anodins.
Vous souvenez-vous, Clara, de l'odeur d'un feu de papier? Elle a ri, un peu trop vite. Oh, qui se souvient de ça? Moi, je m'en souviens, ai-je murmuré. Le plastique chaud, puis le papier, et cette cendre fine qui colle aux doigts. Clara a bu une gorgée de vin. Ses yeux ont cligné une fois, 2 fois. Le public ne voyait rien, mais moi je voyais tout. Je me suis penchée légèrement, comme si je voulais simplement l'aider. Il y a 10 ans, dans une petite boutique de fleurs, vous savez ce que les gens ont trouvé après l'incendie? Pas les fleurs, elles disparaissent vite, mais un petit objet, un briquet gravé, une habitude. Clara a eu un mouvement minuscule, une épaule qui... Pendant une seconde, j'ai cru que Clara allait tenter le rire. Ce rire de secours que les gens utilisent comme un mouchoir pour essuyer une tache qui, déjà, a traversé le tissu. Mais son visage s'est vidé. Le public n'a pas compris tout de suite. Ils ont pensé à un effet, à une improvisation brillante, à un frisson scénarisé. On est venu écouter des fictions. On ne s'attend jamais à entendre en direct la couture qui cède. Clara a gardé son sourire une seconde de trop, puis elle a baissé les yeux vers le micro, comme si elle découvrait enfin que ce petit objet n'était pas une décoration, mais une oreille. Antoine s'est avancé, inquiet, la main levée. « Clara, qu'est-ce que tu racontes ?» Elle a tenté de parler. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Elle a cherché ma main du regard, comme on cherche un appui. Je ne l'ai pas donné. Je n'ai rien dit. Il y a des moments où une phrase serait une violence, et ce soir-là, tout était déjà violent, sans bruit. Dans la loge, derrière la scène, un mouvement s'est produit, un froissement de manteau, une porte qu'on ouvre avec une maîtrise froide. Les hommes entrent toujours comme s'ils s'excusaient d'exister quand ils savent qu'ils vont détruire une vie. 2 policiers se sont avancés, calmes, identifiés. Une femme les accompagnait, dossier à la main. L'avocate, la même que j'avais vue plus tôt. Le public a enfin compris que ce n'était pas une mise en scène. Clara a eu un sursaut, un seul, puis elle s'est rigidifiée. La beauté chez elle a pris soudain l'apparence d'un masque figé. « Madame, » a dit l'un des policiers, « nous allons vous demander de nous suivre. » Antoine a protesté immédiatement, comme un enfant à qui on prend son jouet. Mais enfin, c'est absurde, c'est un podcast, une histoire. L'officier a gardé sa voix égale. « Monsieur, il y a une enquête, nous avons recueilli des éléments, et ce qui vient d'être dit au micro, en public, est un détail qui n'était connu que de l'auteur des faits. » Clara a reculé d'un pas. Elle a regardé la salle, la foule, les visages, et pour la première fois, elle n'a plus su quel rôle jouer. Elle n'était plus épouse, plus invitée, plus femme parfaite. Elle était une personne prise dans la lumière. On lui a proposé un manteau. Elle a refusé. Elle tremblait, mais pas comme quelqu'un qui a froid, comme quelqu'un qui se rend compte que l'air autour de lui n'est plus respirable. Quand ils l'ont emmenée, j'ai croisé son regard une dernière fois. Il n'y avait plus d'arrogance, il n'y avait même plus de haine. Il y avait une question muette, presque enfantine. Pourquoi moi? Je n'ai pas répondu. Antoine s'est tourné vers moi, les yeux humides, la voix cassée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai attendu que la salle se vide, que les murmures deviennent des silences, que les verres soient débarrassés, que le théâtre redevienne un endroit sans témoin. Puis, je l'ai entraîné dans une pièce à côté, loin des oreilles. Je n'ai pas menti, Antoine. Il a secoué la tête, perdu. Mais ton podcast, c'était de la fiction. Oui, ai-je dit, tout était fiction, jusqu'à ce qu'elle transforme ces fictions en vérité, par sa peur, par son orgueil, par cette minute où elle n'a pas pu s'empêcher de montrer qu'elle savait. Il a porté ses mains à son visage. J'ai entendu respirer comme quelqu'un qui tombe d'un très haut endroit. Plus tard, je suis rentrée seule. Dans mon bureau, j'ai allumé la petite lampe, j'ai posé un verre, j'ai versé le vin rouge, lentement. La couleur était belle, presque indécente. Je me suis assise devant la chaise vide où Clara s'était tant de fois tenue droite, sûre d'elle. Le silence, maintenant, n'était plus stratégique, c'était un luxe triste.
J'ai bu une gorgée. Le vin avait ce goût ancien, profond, ce goût de victoire qui ne réchauffe pas. Et j'ai compris avec une précision amère qu'on peut protéger son fils sans gagner le droit d'être aimé. Le micro sur la table était éteint, mais dans la maison, quelque chose continuait d'enregistrer. La solitude, elle, ne coupe jamais. Il y a des histoires qui ne donnent pas de leçons, elles tendent simplement un miroir. Celle-ci en fait partie. On aimerait croire que le mal se reconnaît toujours à ses excès, à sa violence, à ses cris. Mais le plus souvent, il porte des gants, il parle doucement, il s'installe dans les habitudes, dans les silences, dans ce que personne n'ose nommer. Et parfois, ce n'est pas la justice qui le rattrape, mais la peur qu'il a lui-même cultivée. Ce récit nous rappelle une chose simple et dérangeante. On ne se trahit jamais par hasard. On se trahit parce qu'un secret, trop longtemps enfermé, finit par chercher l'air, et quand il sort, ce n'est jamais comme on l'avait imaginé. J'ai aussi appris ceci: manipuler n'est pas dominer, gagner n'est pas triompher, et protéger ceux qu'on aime laisse souvent derrière soi une solitude que personne n'applaudit. Il n'y a pas de victoire propre quand tout le monde perd un peu. Et vous, y a-t-il un souvenir, une faute, un silence que vous portez encore? Un secret que vous n'avez jamais osé confier, même à ceux qui vous aiment? Pensez-vous que la vérité libère toujours, ou qu'elle peut parfois détruire plus sûrement que le mensonge? Si vous ressentez le besoin de parler, d'écrire, de déposer ce poids quelque part, sachez que ce programme est aussi un refuge. Vous pouvez nous envoyer votre histoire, votre secret. Cheers for that. Where did you see it? In Birmingham, in the Hippodrome. Did you see it in the Hippodrome by any chance? Oh, I don't stand a fucking chance today, do I? Guys, I had a really long weekend. I'm having a real crisis over here right now. Oh, look, I saw that on your Instagram. No, Kate and Tom saw 6, Nia. Also, hi, Nia. Hello. I was screaming your name yesterday. Oh, did you all see my light go then? That was because Danny arrived. Hi, Danny. What, love? I can't remember. No, it wasn't yesterday. It was, we were talking about books and I was excited for you to be there. I love being the main character on this stream. You're literally just, there's more of you on this stream right now than there is of me. Hi, Danny. Good morning. I'm looking at you. Okay, good. Well, I wouldn't want to be looking at myself, to be fair. Good morning, Darcy. Hello. Nice to see you. What was I saying? We were talking about books, Nia, and I was talking about Throne of Glass being better than ACOTAR, and how ACOTAR is really just the lead into the mass verse, and you have to, like, the first ACOTAR book isn't even that good, but